retrouver, pour ceux qui connaissent, la saveur de Conti, ça l'était en fin d'été. Et la saveur de Conti, c'est en fin d'été particulière. Donc, Marie Pointurier, vous êtes... pardon, je vais me présenter quand même parce qu'il faut que je... Moi, je suis Marie Frigo, je suis rédactrice en chef des magazines à Sud-Ouest et directrice de la maison d'édition. Si je le dis, c'est parce que je suis éditrice de ce livre. Donc, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et puis, je suis contissoise depuis toujours. Voilà. Marie Pointurier, tu es journaliste, tu as été correspondante pour le magazine Vogue à New York. Tu écris et on doit remercier tous Marie ce soir parce que c'est elle qui assure depuis l'an dernier, qui a eu cette idée, qui est une idée extra, de faire une gazette du festival. Bravo Marie. Et Marie, elle vit aujourd'hui entre Londres et Condis. Voilà. Et elle alterne, elle continue à écrire pas mal d'articles de voyage notamment. Et Reste l'océan, c'est ton premier roman, Marie. Et voilà, si notre station, comme je dis, elle n'est jamais nommée. Est-ce que justement c'est pour préserver au mieux notre petit paradis? On retrouve vraiment à la fois la géographie pour ceux qui connaissent et les saveurs d'ici. Emmanuel de Fontaigneux, toi tu es le directeur du Centre international de la mer de Rochefort en Charente-Maritime. On va le dire plus joliment, tu pilotes un bateau sur terre, c'est vraiment un bateau, qui est la Corderie Royale, qui est un bâtiment magnifique qui est long de 374 mètres exactement, qui a été construit au moment à l'époque de Louis XIV pour faire les cordages des bateaux. Et tu as donc dirigé ce livre qui est pas mais un portrait de l'Atlantique. Tu vas expliquer exactement pourquoi. Et dans ce portrait de l'Atlantique, Jean-Didier Urbain, que vous avez vu tout à l'heure avec Emmanuel Blanchard et Jean-Jacques Fayantou sur le documentaire, a participé à ce livre. Donc, merci Jean-Didier de revenir en deuxième séance. Alors, un roman et un beau livre, a priori, mais ils n'ont pas grand-chose en commun. Et pourtant, vous allez voir, c'est assez simple. Parce qu'ils se répondent très bien, parce que tout simplement ils nous emportent vraiment dans un rêve océanique autant l'un que l'autre. Alors Marie, Reste l'océan, c'est l'histoire d'une femme qui est rattrapée par son âge et qui va trouver dans la mer, et plus précisément dans la pratique du surf, le ressort d'une nouvelle énergie. C'est une histoire qui se déroule dans un temps court, du 28 août au 20 septembre, qui est cette Béa, qui est l'héroïne de ton livre. Et puis, levons l'ambiguïté, est-ce toi? Non, c'est pas moi, évidemment. Ça vient d'un roman. Béa, c'est une femme qui, on pourrait qualifier effectivement une femme accomplie d'une cinquantaine d'années qui... il faut approcher et sa passion récente mais néanmoins dévorante pour le surf et surtout pour l'océan. Et en fait, en vivant en se laissant aller à son âge, à cette passion, finalement elle part. Elle repart à la découverte, ou à la redécouverte en tout cas d'elle-même et de la vie. Voilà, donc c'est vrai que c'est un roman qui se situe sur un milieu qui pourrait être Contis, qui est évidemment inspiré par cet endroit qui est vraiment magique, mais c'est quand même, je tiens à préciser, une construction romanesque, tout comme ce personnage est une construction romanesque, et voilà, il s'agissait vraiment de parler d'une passion, de l'élan vital, de ce que peut nous faire une passion, de sa place
probablement sombre, et le placer à Atlantis à ce moment de l'année, comme vous dites très justement, qui est la fin de l'été. Donc c'est à la fois un univers heureux, joyeux, très lumineux, et je trouvais intéressant de... Il y a un peu de mélancolique. Voilà, puisqu'on arrive à la fin de l'été, ça me permettait d'envisager le paysage comme une espèce d'avoir un rapport comme ça entre les sensations et les sentiments intérieurs de cette femme, et de pouvoir, voilà, finalement ce sera un amplificateur, le paysage agit comme un amplificateur de ses états et de ses émotions. Et voilà, ça me permettait d'explorer cette face sombre, puisque c'est le sujet du roman aussi. Qu'est-ce que nous fait une passion finalement, et à la fois dans quelque chose de très radieux et joyeux, mais en même temps, comme toutes les passions, il y a une face qui est sombre et plus noire et plus compliquée. Oui, et tu fais dire d'ailleurs à Léa, ça fait quand il est important, quand vous sommes court. C'est vraiment un roman. Emmanuel, comment d'un mot large, l'Atlantique, je dirais même un mot grand large, es-tu parvenu à tracer le portrait de l'Atlantique? Je vais vite fait lire le premier paragraphe de l'introduction que tu as écrite pour donner la première introduction, je veux dire. Au début, il y a un rêve d'Atlantique, le rêve d'un livre choral, c'est-à-dire réellement polyphonique, divers, profus, un peu iconoclaste, résultat d'une ample moisson de talents et d'objets maritimes à décrypter, des vents et des courants, des caps, des détroits, des cartes et des bateaux, donc des marins et des conquérants de tout poil, des migrations humaines à travers l'océan, contraintes plus volontaires, mais aussi quelques détours vers les poissons, les oiseaux, les plantes lointaines de la botanique. Un livre sur, c'est le livre simple. Et André. Merci, bonjour. D'abord, je tiens à dire que ce livre, c'est ton idée, Marie, puisque tu es venue me trouver à la Corderie pour me proposer de composer un sommaire. Moi, je ne suis pas l'auteur, je suis un coordinateur, j'ai construit une architecture. Alors, comment faire le portrait de l'Atlantique? C'était ça mon sujet. Je trouve que c'était une idée un peu difficile, et pourtant ça fait 30 ans que je travaille sur le thème atlantique de mille manières, puisque la Corderie propose toute une série d'expositions, de colloques, de publications sur ces sujets. On a même reconstruit l'Hermien maintenant. Alors il n'était pas question de tout dire, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas dans le livre, il y aura un peu bientôt. Mais très vite, je me suis aperçu que la seule manière de procéder, c'était de commencer par petites touches. Un peu de manière impressionniste comme ça, et de proposer au fond, une galaxie d'objets maritimes à décrypter. Alors, il y a dans ce livre des bateaux, des poissons, des courants, des vagues, des éléments atmosphériques, de grandes épopées humaines, voilà. Et tout ça compose une espèce de fresque qui raconte l'océan. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le choix que j'ai fait, c'est d'abord de privilégier la forme courte, ce qui fait que le livre se lit très facilement. On peut le prendre par le début, par la fin, peu importe. On a même poussé le bouchon jusqu'à se dire, mais autorisons-nous à mettre de la poésie dans le livre. Donc, il y a du sang. Il y a plein de poèmes. Voilà. Là encore, forme courte, et moi j'y crois beaucoup, je pense que c'est très agréable de lire un livre de cette manière. Il y a aussi de très belles images, et la contribution des graphistes, je pense à Jean-Benoît Héron, mais aussi des photographes, a été déterminante, et les légendes posées sur les images sont importantes. Donc, là encore, texte très court, mais de manière cursive, comme ça on peut remonter toute cette grande geste de l'océan Atlantique. Néanmoins, il fallait un principe organisateur et quelque chose de prédomine, qui fasse le lien de tout ça. Et moi, j'ai choisi de considérer qu'au cœur de l'affaire, il y avait un objet physique fluide qui est en giration permanente. L'océan, pour moi, c'est d'abord ça. Alors, c'est un système. Alors, c'est une très grande surface, l'océan. Hein, ça fait 100 millions de kilomètres carrés. C'est 5000 km fois 15 000. Bon, il y a d'ailleurs deux univers bien différents, le nord et le sud, qui ne tournent pas dans le même sens. Donc, on se situe au-dessus ou en dessous de l'équateur. Et
ce qui m'a paru le plus intéressant, au fond, c'est de partir de cette idée que tout ça tourne en permanence. Quand on parle de l'océan, on parle facilement de vortex ou de gire. Tout ça s'explique par un phénomène qui est très difficile d'ailleurs à comprendre, qui est la force de Coriolis, qui dispose que sur une sphère en rotation, c'est le cas de la Terre, tous les fluides, atmosphériques ou liquides, sont irrémédiablement entraînés dans un mouvement circulaire. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde un ouragan vu du ciel, on le voit comme un gire, et tout tourne. Et au fond, ça génère une dynamique qui est particulièrement intéressante, et en effet particulièrement des courants. C'est ça. Le courant, justement, c'est quelque chose qui vous rapproche. Le courant, donc, Emmanuel, tu l'expliques bien, c'est à l'origine de toute notre histoire occidentale depuis que Christophe Colomb a traversé cette mer. Et donc, il y a le courant, il y a le passage. Tu vois, et toi, Marie, le courant, il est aussi au cœur de ton roman. Alors, on ne peut pas spoiler trop, mais dans ce livre de Louis de Marie, voilà, il démarre, et puis petit à petit, il monte un peu plus. Mais la tension, elle est extrême. Et elle est, comme vous savez, ces journées d'été, là, quand c'est caniculaire, et puis il y a un orage qui explose à la fin de la journée, qui est spectaculaire. Des fois, il y a la brouillarde, d'ailleurs, tu en parles à un moment donné. Et il se trouve que, je dirais que le phénomène qui suscite cette explosion, c'est finalement aussi le courant. Donc, je voudrais vous faire parler tous les deux de ça, de la force du courant dans vos deux livres. C'était très intéressant. Cette histoire de fluide et de mouvement, de courant, c'est aussi ce que sent Léa en fait, ce qu'elle ressent tout simplement, c'est ce à quoi elle est soumise finalement, c'est le sentiment océanique. Et donc, elle éprouve cette espèce comme ça, d'attraction viscérale, animale, existentielle, voilà, pour l'océan. Et effectivement, le surf va être son vaisseau pour rester le plus longtemps possible au contact de l'océan, dans l'océan, et effectivement, l'océan est fait de courants, de flux, de force, et ce corps va être constamment, elle va devoir s'adapter à ces modifications de flux, de vitesse, de force, et voilà, donc avec constamment, elle va être dans un mouvement d'équilibre, de recherche d'équilibre sur une sorte de masse qui va être évidemment grande, et ce qu'elle va faire à chaque minute finalement de sa pratique, c'est de cartographier à nouveau constamment, puisque tout a bougé, le vent a bougé, le courant, la houle, la lumière, même probablement, et c'est ça va être une adaptation en fait constante, et cette adaptation qu'elle va ressentir constante, elle va ressentir physiquement par ces molécules, en fait, c'est le moment où justement la notion va être la plus grande, puisqu'elle a l'impression d'être véritablement en contact, de toucher à l'essence même, ça peut être de ça, mais la vie, de ce qui fait voilà, et qui a été partie de quelque chose qui est bien plus grand qu'elle, qui la dépasse. Elle perd probablement les frontières du moi, comme ça se disparaissent, et elle a la sensation d'être elle-même dans cette circularité dont vous parlez, et de faire partie à la fois d'être immense et minuscule, et voilà, c'est ça qu'elle ressent, et c'est probablement à cause de ce mouvement circulaire que vous décriviez, probablement quelque chose de chimique, de mécanique, de physique, qu'elle ressent elle-même de façon purement intime.
Et justement, si on prend au grand large, ce courant, il est aussi, il a tout, il nous fait comprendre notre monde d'aujourd'hui. C'est l'histoire, c'est comment on a le passé. Oui, alors il y a mille manières de comprendre ce courant. Il y a des courants de surface, le Gulf Stream par exemple, qui a été bien décrit par quelqu'un qui a travaillé sur ses mains, qui a fait un livre, un portrait du Gulf Stream qui a tout amené par la corderie. Bon. Mais par exemple, pour illustrer l'idée des courants, je dirais, il y a un très bon article de Dominique Chevillon dans le livre sur les anguilles. Voilà l'exemple d'un animal qui vit sa vie, toute son existence à l'échelle de l'Atlantique. Parce que moi, mon problème, c'est que j'ai bien ça, c'est de restituer l'Atlantique dans sa dimension véritable. L'anguille naît dans la mer des Sargasses, on peut considérer Jojo comme le cœur de l'Atlantique. Quand elle apparaît, elle est une petite larve transparente qui va être transportée par le Gulf Stream vers le nord. Et puis, elle arrive petit à petit en suivant les courants et notamment les courants qui longent l'Europe. Elle va, comme vous le savez, se présenter en face de nos estuaires et de nos fleuves. Et là, elle mute. Elle quitte l'eau de mer, elle remonte les fleuves. Elle devient une anguille jaune, elle va rester dans l'intérieur des terres et prendre beaucoup de consistance pendant de nombreuses années. Et puis, au bout de 20 ans, elle mute une troisième fois, elle devient argentée, et là, l'horloge biologique lui dit que c'est le moment de repartir. Donc elle redescend, elle engloutit les estuaires dans l'autre sens, et avec le Gulf Stream, elle rejoint la mer des Sargasses, donc la boucle est bouclée, et en fait, elle se reproduit à nouveau dans la mer des Sargasses. Donc toute sa vie est dictée par cette circumnavigation qui peut être celle des animaux, mais qui a été aussi celle de grands navigateurs. Autre exemple de la manière d'utiliser les vents et les courants, Colomb, comme chacun sait, vers l'Amérique, il a surtout compris, enfin, son pari du moins, c'était de rejoindre l'Inde, les Indes par l'ouest, les Indes c'était l'Asie. Il rebondit de manière assez imprévue sur un continent qu'on ne connaissait pas, mais il navigue à une époque où on est capable de se positionner en latitude, donc nord-sud par rapport à l'équateur, et on navigue en latitude constante. Il va donc arriver en suivant, en étant porté par les alizés vers les Bahamas, Goani, une île qu'on appelle San Salvador aujourd'hui. Et puis, ce qui est tout à fait génial de la part de ce marin, qui était vraiment tout à fait génial, c'est qu'il a compris comment revenir. Et il a compris que pour revenir vers son point de départ, il fallait prendre une route nord et justement continuer à avoir le vent dans le dos d'une certaine manière. Et il fallait une véritable intelligence nautique très développée, avoir pratiqué très longtemps la navigation pour comprendre que les vents tournent également en Atlantique Nord dans cette direction et qu'on peut partir dans un sens et revenir dans l'autre. Enfin, voilà, ce sont deux exemples, mais le livre est émaillé de toutes ces pratiques, qu'elles soient humaines, animales, qui prouvent que, voilà, comme leur et le courant même, parce que justement, on prend le courant, se dévoile l'Atlantique qui n'existe pas jusque-là. Oui, alors ça, le livre démarre par des cartes, on a voulu démarrer par des cartes anciennes, et ce qui est très intéressant quand on examine la cartographie de la Renaissance en particulier, en fait, les années qui viennent juste avant et juste après 1492, la découverte de l'Amérique par Colomb, c'est qu'à partir de la découverte, on voit le nord-ouest se dessiner sur les cartes. Et ça va très vite. En une génération, on a passé Bonne-Espérance, on a découvert l'Amérique et Magellan fait le tour du monde en 1522. Ça va très vite. Et les cartes reportent fidèlement l'avancée des connaissances et la découverte du monde de l'autre côté, américain. Alors, il y a par exemple un planisphère magnifique qu'on reproduit dans le livre, qui est le planisphère de Campino, de 1502, qui a une histoire tout à fait étonnante, mais qui surtout. Alors, c'est une jolie histoire parce que il fut un temps où les Espagnols et les Portugais pouvaient se partager le monde. Et ils avaient demandé au pape de valider le partage du monde, en l'occurrence le tracé d'une ligne qui, dans une première mouture, passait à 100 lieues à l'ouest du Cap-Vert. Bon, on trace une ligne, premier trait.
Et puis, les choses avancent, Portugais et Espagnols commencent à découvrir les choses, et puis les Espagnols font pression et demandent qu'on déporte la ligne à 360 lieues à l'ouest de l'archipel du Cap-Vert. Et c'est traité de Tordesillas. Et le planisphère de Cantino, qu'on reproduit dans le livre, montre cette ligne, et comme par hasard, le Brésil se trouve à l'est de la ligne, et au fond, le Brésil sera portugais, alors que le reste de l'Amérique latine est espagnol. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, officiellement, le Brésil est découvert en 1500 par Cabral, mais en réalité, ça devait déjà être très connu par Philippe bien avant. Parce que ce qu'on voit, la manière dont le planisphère de Cantino dessine la côte du Brésil est déjà très très élaborée, alors qu'on est en 1502. Dans ces deux livres, il y a aussi une chose très, très commune, c'est le rapport intime et charnel qu'on a avec l'océan. Et là, Jean Didier, je vais te donner la parole. Alors bon, tu as pas mal évoqué déjà tout à l'heure beaucoup de choses, mais voilà, l'Atlantique, elle vit un rapport particulier entre les corps et les éléments. On a parlé de ce premier pas qui a été permis par la santé, on l'a vu tout à l'heure. Mais justement, quelle est la différence peut-être qu'il y a entre Atlantique et Méditerranée dans ce rapport charnel qu'on a à la mer et à l'océan? C'est pas tout à fait la même chose. Absolument, c'est pas tout à fait la même chose, même si j'ai appris qu'on avait aussi à la mer et aussi l'Atlantique. Mais bon, c'est une affaire de monde, mais les mots, c'est toujours très important. Moi, concernant les baigneurs, eux aussi sont pris dans des circulations qu'on appelle les saisons, les migrations vacancières. C'est vrai que le baigneur de l'Atlantique n'est pas le même que le baigneur de la Méditerranée. Il a un vécu totalement différent à l'élément marin. Peut-être parce que d'abord, la Méditerranée, c'est la mer du passé, c'est la mer des origines. On sait quelque chose aujourd'hui, on se bat pour les origines. Et alors que, de l'autre côté, en question du coup, c'est pas forcément la révolution, mais de l'autre côté, c'est l'océan, c'est la mer future, c'est l'avenir. Et donc, du coup, je crois qu'il y a un regard sur ces deux mers qui est totalement différent, et moi qui livre, notamment en plus la réflexion sur les anguilles. C'est les animaux serpents qui forment, et ça m'a fait penser à des baigneurs. On parlait des pommes, des arbres. Quelque part, je pense aussi un petit peu à des anguilles échouées. Il faut bien dire, si le mystère de leur reproduction n'existe pas, puisque dans un des baigneurs, ça prend que c'est un peu anguilles qui existent bien. Mais le fait est, il y a aussi ces tours à partir de, par exemple, de la télévision, qui pose la question traversée, sur l'interrogation. Et si vous voulez, je crois que dans le baigneur, c'est quelqu'un qui avait son choix de ne pas traverser. Et je pense que le surfeur, c'est quelqu'un qui veut faire une relation de défi avec un élément, mais qui revient toujours au rivage. Il n'est pas là pour traverser. Et je pense que dans tous les baigneurs, ou estivants, ou plageurs, pour le qu'on veut, il y a un peu cette ambivalence. Il y a ceux qui sont au bord de l'eau en disant je suis au bout et je regarde l'infini. Et puis il y a ceux qui se disent et si un jour je veux, et si j'allais au bout. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même la langue reflète cette espèce d'ambivalence. Que j'ai réalisé d'ailleurs quand il y a eu une traduction directe de mon livre sur la plage, ça a été traduit Stèle Acrothalas. C'est-à-dire que nous, là, on parle de Finistère. Les Grecs parlent de bout de la mer. Ah oui. C'est là où finit la mer. Et je crois que c'est ces deux points de vue qui cohabitent, même dans le plus modeste des meilleurs. Quelque part, vous savez, moi j'ai interrogé des baigneurs, il y a des gens qui me disaient, moi je regarde la mer un petit peu, je regarde la Chine, en hiver, le trémissement, etc., et j'imagine des choses. D'autres se mettent côte à côte, j'observe la télévision. Mais la télévision, c'est un écran et aussi une fenêtre, sur un autre monde. Et je pense que infiniment, le baigneur, en étant des explorateurs qui l'incarnent, est arrogé par cet ambiance. Le rêve
Le rêve de la guerre, c'est peut-être aussi, et si je m'avais été vraiment un nageur là-bas. C'est ça. Eh bien, on le retrouve dans ce que tu écris, Marie. Là, je vais écrire un petit passage qui traite donc des vagues. Elle laisse leur énergie passer sur elle, la traverser, Béa l'absorbe, s'en gonfle, s'en renforce. Elle veut remplacer la mélancolie par le lait salé. Son cœur se déleste, elle n'est pas complètement lavée ni purifiée, pas encore non, mais allégée, oui, elle l'est déjà. Elle s'allonge sous sa planche et se met à ramer vers le large, avec force, avec détermination. Elle regarde les séries dérouler, ça creuse, oui, c'est rapide, oui, c'est très haut. La grande mécanique réparatrice opère. Donc, Marie, ce rapport justement charnel que tu décris avec l'océan. Oui, c'est un peu, je trouve que ce que tu disais, par contre, c'est en effet une espèce de pouvoir d'attraction, d'envie d'exploration, une forme d'exaltation, une source de jouissance. Enfin, il y a énormément de choses et en même temps, c'est aussi un lieu de danger. C'est le lieu à la fois apaisant, l'horizon. J'aime bien ce que tu dis sur c'est vraiment le lieu du futur, de l'avenir. C'est l'espoir, mais c'est aussi les abysses, le noir, tout à l'heure sur la précédente conférence. Voilà, donc il y a cette espèce de sensation de flotter, et en même temps la possibilité d'être absorbé. Il y a l'énergie, il y a probablement beaucoup, je crois que c'est expliqué aussi, de durs négatifs, je crois. Voilà. C'est aussi le bleu qui se donne une couleur à la fois nostalgique, apaisante, mais la mer qui sait qu'elle peut devenir verte, turquoise, noir, grise, métallique, enfin je veux dire. Voilà, et donc c'est tout ça que le corps prend et en fait, oui, voilà, elle est dans un corps, je vous présente cette femme Béa, que j'ai appelée Béa exprès, ça pourrait être AV, Béa, enfin voilà, c'est l'idée justement de pouvoir en faire, de faire un personnage comme ça un peu comme le être humain, comme un bonhomme en bâton, quoi. Et en fait, elle rentre dans l'océan et oui, c'est une mécanique réparatrice parce que tout d'un coup, elle est à la fois, tout à l'heure, à la fois très petite et elle s'en nourrit complètement et elle se liquéfie quasiment. Et oui, il y a probablement, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'océan qui fait que ça produit cette attraction comme ça et cette défiance. Ça permet aussi, une forme de rassurement primaire qui est, je trouve que ça calme énormément les formes d'angoisse existentielle qu'on peut avoir à un moment ou à un autre. Et en même temps, ça fait un truc très simple et très frais qui est de se rafraîchir quand il fait très chaud. Et en fait, c'est ça que je trouve fort avec l'océan, c'est-à-dire, en fait, on est constamment au centre de tous les extrêmes, quoi. Donc il y a une légèreté, la légèreté du bain de mer, du bain qui n'a, voilà, et on ne regrette jamais un bain de mer. Et en même temps, il y a cette espèce de si on le voit différemment en fonction de ses états probablement personnels, si on voit l'océan à certains moments de son, je ne sais pas, qui reflète son état. Et là, on voit quelque chose de beaucoup plus universel et grand et gigantesque, et ça peut être très rassurant de se dire qu'on est une petite particule d'eau dans cette immensité, quoi. Et oui, ça répare, donc ça rafraîchit et ça rassure. Ça fait le lien avec une autre personne qui est intervenue dans l'Atlantique, je pense à Hugo Verlhomme. Alors Hugo Verlhomme, peut-être pas mal d'entre vous le connaissent parce que c'est quelqu'un qui vit à Cabreton, qui est un écrivain de la mer évidemment, c'est le spécialiste du gouffre de Cabreton. On ne connaît pas parce que c'est sous l'eau, mais c'est une faille monumentale dans l'océan, qui est plus grande que le Grand Canyon. Et
géographiques et géologiques formidables de la région. Et Hugo travaille depuis des années là-dessus et il a un rapport très fort à la mer. Et je vais vous lire un de ces passages et ça rejoint beaucoup ce que tu dis. J'ai à peine quelques mois, et c'est-à-dire que Hugo il se lève tous les jours, hein, il a lâché le surf, lui la planche à terrasse, c'est du body surf et c'est tous les jours de l'année, tout le temps. J'ai à peine quelques mois, je ne sais pas encore marcher, mais me voilà déjà sur une plage sans fin, immergée dans une valine d'eau salée à marée basse, près de ma mère, au nord de la Gravière. À quelques mètres de nous, le fracas blondé de l'eau qui explose en nuées d'écume sous mes yeux éblouis. Cet été-là, petit poussin devant l'immensité, j'ai connu le bonheur absolu, et non seulement ce sentiment ne m'a jamais quitté, mais il m'a rendu plus fort et a guidé ma vie. Oui, ma potion magique à moi, ce sont les vagues, l'âme de la mer. Emmanuel, voilà pourquoi les vagues sont si puissantes dans l'image atlantique. Il y a une autre personne qui en parle dans le livre, on pense à Louis Chevaux, qui est de notre contributeur et qui dit à quel point les vagues dans l'Atlantique sont aussi un paysage. Oui, c'est d'ailleurs l'image, on pense Atlantique, on pense vague évidemment. Alors, Hugo Verlon, qui se dit comme un Atlante, c'est-à-dire qu'il n'est jamais mieux que dans la vague, tu disais, body surf. Il est allé à l'origine des trains de vagues atlantiques, il est remonté jusqu'au Groenland, dans cet endroit qui est entre Terre-Neuve et le Groenland, où naissent les dépressions boréales. Et en fait, les trains de vagues courent comme ça sur des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici, jusqu'au golfe de Gascogne. Et il explique très bien un phénomène qui est quand même absolument remarquable quand on y pense, c'est que la matière ne bouge pas sur le plan horizontal. C'est une onde. La houle, c'est une onde, l'eau monte et descend, mais en fait elle a un mouvement circulaire et elle revient toujours à son point de départ. Et en réalité, l'onde se déplace, mais la matière ne bouge pas. Et Hugo explique ça très bien dans son texte. En fait, plongé parce que c'est vrai que c'est absolument fascinant, on a l'impression que la mer nous arrive droit dessus, mais en réalité, c'est simplement une force. C'est vraiment de l'énergie qui est ce que dit. Et en effet, Et Marie, ces vagues dans le reste de l'océan, elles seront amies, mais elles suscitent aussi de la peur. Elles ont quelque chose aussi de la... C'est l'outil de la reconquête de soi-même, non? Oui, évidemment, parce qu'il y a effectivement une partie voilà, c'est une femme, c'est un corps qui est... c'est un corps d'une femme qui sent le temps passer, c'est un corps non idéalisé, et effectivement, affronter, être dans ce face-à-face, je ne sais pas si c'est affronter, parce qu'on affronte rien du tout, mais c'est dans cette espèce de face-à-face avec les vagues, avec l'océan. Évidemment, elle teste ses limites, il y a une forme de dépassement de soi, et ça, effectivement, c'est extrêmement jouissif et régénérateur, mais c'est aussi une forme de... La jouissance vient aussi dans le fait de lutter contre le temps qui passe. C'est une forme de victoire, et c'est chaque vague une victoire jusqu'à ce qu'elle s'en prenne 15 sur la tête. Sélénié connaît ce charmant effet des hormones. Et oui, bien sûr, c'est extrêmement différent, et en même temps, c'est porteur d'un environnement, c'est ça, c'est là où tout le plaisir. Continuons. Dans ton livre, on a le sentiment qu'on est dans une atmosphère un peu de paysage marin originel. On est un sentiment d'être dans un Éden. Est-ce que tu as souhaité renvoyer l'image d'un paradis perdu, parce qu'il faut parler aussi de la fragilité aujourd'hui de l'océan, on va revenir aussi sur Atlantique. Voilà, est-ce que j'ai l'impression que tu nous transmets un univers qui est un univers originel, je ne sais pas, qui n'existe peut-être plus. Est-ce que tu crois qu'il existe vraiment encore? Oui, il existe ici. Il existe ici, c'est pour ça que je n'ai pas donné le nom, parce qu'il existe ici, et la dune, elle existe ici, et cette plage dont vous parliez, cette immensité, cette plage sauvage, juste battue par les vents, parfois battue par les vents d'ailleurs, parfaitement calme,
elle existe ici. La forêt, la dune, le côté paisible, l'autre part, c'est ici. La nature sauvage, elle est ici. Elle est... Je vais le rencontrer. Emmanuel, c'est quand même un plaidoyer écologique, ce livre aussi, par certains aspects, pas que, mais c'était très important aussi de parler de la fragilité de l'océan Atlantique. Oui, la fragilité Alors, prenons un exemple, on a un article de Loïc Joss sur la morue. On a beaucoup pêché au large de Terre-Neuve pendant des siècles, enfin, parce que les Vikings, largement d'ailleurs parce que l'Église prescrivait des périodes de maigre ou de jeûne qui étaient très longues pendant l'année, donc le poisson permettait de s'accommoder de ça. Et il y avait une morue surabondante dans ces mers froides du Nord pendant des siècles, à des époques où il y avait 100 000 pêcheurs par an qui ramenaient, mettons, 100 000 tonnes de poissons, et ça marchait. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, on est passé tout d'un coup à 800 000 tonnes de poissons par an, et là, la morue a disparu. En 92, on vient d'être un moratoire sur la morue. Donc, le vivant océanique est fragile, évidemment. Alors, il y a aussi dans ce livre, et on termine d'ailleurs avec ça, un entretien d'Olivier Poivre-d'Arvor, qui est aujourd'hui président de la Corderie, et qui surtout se bat pour faire en sorte que la haute mer soit protégée juridiquement. Alors ça a l'air idiot, mais d'abord non seulement on ne connaît pas vraiment les fonds de la mer au-delà de 200 mètres, pour vous donner une idée, les sources hydrothermales par exemple qui sont bien plus profondes, ont vraiment été découvertes et comprises qu'en 1977, c'est très très récent quand même. Et on a découvert que la vie pouvait jaillir au fond de la mer sans utiliser la lumière, par exemple, ce qui est absolument incroyable. Par la chimie de l'océan fait qu'autour de ces fumeurs noirs, il y a une prolifération de vie à des très grandes profondeurs. Les eaux territoriales sont protégées au-delà dans la limite des 200 000 des côtes. Au-delà, tout est à faire. Et le combat du gouvernement français, enfin Olivier s'est engagé à Nice très récemment pour faire en sorte qu'on parvienne à un statut de la haute mer de manière à éviter que ne prolifère par exemple la prospection minière sous la mer, les fameux nodules polymétalliques qui sont très faciles à aller chercher finalement, mais si on commence à toucher à ces choses qui sont relativement accessibles pour qui vont le devenir, parce qu'il n'y a pas de limite juridique, ça sera une véritable catastrophe, on risque de bousculer le fond de la mer, il vaut mieux le laisser en paix, et pour ça passer par une protection juridique de la haute mer. Donc, ça avance petit à petit, tout le monde évidemment ne va pas dans le même sens. On va conclure, mais je voudrais juste faire une petite incise sur Atlantique, parce que j'avais le parole de Marie Détré, quand même, qui a collaboré, qui est un élément important. Monsieur, tu peux en dire deux mots? Alors, Marie Détré, c'est elle qui a fait la couverture du livre. Voilà. C'est une... elle est peintre officielle de la marine, donc quelqu'un en parlait tout à l'heure d'ailleurs de ce statut à propos de Giraudot, je crois. Voilà. Donc ça lui donne le privilège de pouvoir embarquer sur les bateaux de la Marine nationale quand elle veut, où elle veut. Et elle a une très grande force graphique. Elle n'est pas seule d'ailleurs à intervenir par le dessin dans ce livre, mais elle a un trait de crayon qui... Voilà, et alors je ne sais pas si vous le voyez, mais elle a proposé, elle a rebondi sur cette idée des coupons, et elle a réussi à placer un petit paquebot Normandie, là, qui fait lui aussi l'objet d'un article. Et le Normandie, je le dis parce qu'il y a un autre papier d'Adrien Motel dans le bouquin qui est formidable, c'est typiquement l'expression de ce qu'on peut appeler la culture atlantique, et il explique que le Normandie sort en 1935, c'est un magnifique paquebot, il a plus de 30 nœuds, c'est une vitesse considérable. Et puis il va mourir tristement sur un dock de New York, il va sombrer, or plutôt un incendie va se déclarer en 1942 et les pompiers américains mettront tellement d'eau dans le bateau qu'il finira par se retourner et fin du Normandie. Mais
voilà, on le trouve. Et le Normandie, c'est un exemple qu'on voulait absolument prendre dans le bouquin parce que Adrien arrive à prouver qu'à l'époque où New York sort de terre dans les années 20 et 30, finalement, la France propose un gratte-ciel à l'horizontale. Et Normandie, c'est exactement la même prouesse sur le plan de l'esthétique que peuvent être voilà, certains des alors, je vais poser une question à tous les deux, une dernière question, et après Marie va nous lire un petit texte pour voilà, on est à Contis. C'est la première fois, l'un comme l'autre, je crois que vous venez ici. Comment vous avez vu cette Atlantique à Contis? Est-ce que c'est un Atlantique particulier? C'est un coup de l'Atlantique que je représente, agité, Moussu en patois ici, ça veut dire le Seigneur. Ah bon, alors non, vous tombez pas sur mes enfants. Mais l'océan, je non, le sais. mais très écumeux, je dirais, très écumeux. Bon, c'est vrai que pour moi, bon, si je peux faire une parenthèse personnelle, j'ai été pendant un certain nombre de décennies le chasseur sous-marin. Et que l'étude, c'était mais en même temps, parce que quand on est pris dans les remous, on dit qu'on est pris dans le champagne. Ah oui. Et c'est le moment où on se dit où est le fond et où est la surface. Donc, de ce point de vue-là, quand on voit les vagues à Contis, on se dit là, si j'essayais de chasser ici, je suis cuit tout de suite. À quoi ça ajoute effectivement, je crois, c'est une représentation originale, c'est-à-dire que vous voyez la couleur de l'eau, c'est non seulement un change de couleur, mais elle est aussi opaque. Cette mer, elle est tellement agitée, elle est opaque. Quand on est méditerranéophile, on a une esthétique de l'aquarium. Oui. On plonge dans le métallique de l'aquarium, même si elle est capable, elle aussi de prendre tempête. Comme les lacs, d'ailleurs, comme Madame Lagarde, les lacs, qu'elle a appris à voler quand il y avait des tempêtes, je crois que c'est le lac Léman, il y avait des tempêtes comparables à l'Atlantique, etc. Bon. Mais il y a l'imaginaire quand même qui l'emporte toujours en dernière instance. Et voilà, moi j'ai découvert finalement à Contis, parce que, autre souvenir personnel, le premier vacances au bord de la mer, mon père était belge, je les ai passés sur la côte belge. D'accord. C'est plus l'Atlantique. C'est très Atlantique. C'est une mer finalement relativement calme. Elle a des marées, bien sûr, mais ça a donné naissance au char à voile, pas au surf. C'est pas le même rapport au vent, c'est pas le même rapport au courant. Très bien. C'est la différence que je fais. Emmanuel? Oui, alors, moi je vis au bord d'un Atlantique qui est très différent du vôtre. Je vis à La Rochelle, et les Pertuis charentais, c'est pas du tout la même chose. Alors c'est un calme olympien, mais rien à voir avec ce déferlement qu'on voit ici. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est bien sûr la ligne d'horizon. Et alors d'ailleurs, quand on est dans la maison, comment vous appelez l'endroit La maison de la station. Voilà. La ligne d'horizon passe par-dessus les maisons. C'est assez frappant, on a l'impression de... Et surtout, Contis est coincé entre deux océans. On a un océan vert derrière et l'océan Atlantique devant. Ça donne une impression d'insularité que je trouve exceptionnelle. C'est notre ressenti aussi. Oui. La forêt, la mer. Et justement, Marie, je crois qu'il y a un passage où on sent, comme il n'a pas fait très beau pendant ce week-end, Marie va vous lire un petit moment où il fait beau, chaud et où la nature est la plus belle ici. Cette marche dénoue son corps, stimule la mécanique de son cœur. Sa perception s'aiguise. Elle écoute le silence sans faire de bruit. Là, une bête arbustée se détache, tombe sur le tapis aiguille et le sable. Elle l'entend presque rouler. Déjà les premières décharges d'adrénaline. Puis, à la lisière de la dune, quand la forêt va laisser place au sable, il faut engendrer de quelques géants de jeunes troncs abattus lors de la précédente tempête et se glisser entre les buissons d'une barrière de ronces haute, dont les épines acérées accrochent encore.
La dune apparaît alors, juste là, devant eux. L'ascension est courte, mais raide. Reste quelques dizaines de mètres à parcourir sur son sommet qui s'étire un peu avant de dégringoler sur la grève. C'est peut-être là, sur ce pont de dunes sauvages et pastel, là où le vent marin dessine d'imperceptibles méandres, d'impeccable méandre, sur le sable et fait danser les œillats, que l'excitation et la fusion. Quand Béa entend l'océan, il ne le sait pas, quand elle ne sait pas encore si les vagues seront clémentes ou violentes. Parce qu'à la fin, tout dépend de la vague, et l'appréhension faite de peur et d'envie a pris le parfum de miel de l'immortel et la teinte du monde sombre, panico-début.